10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à notre programme matinal. C'est toujours un plaisir d'être avec vous au début de la matinée. Comme aujourd'hui, nous allions vous présenter la matinale éducative, l'émission qui est là pour booster votre culture générale. Et aujourd'hui, nous allions parler sur la rubrique leadership et éducation. La découverte du thème et de notre invité du jour, c'est tout de suite. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. Alors, comme annoncé tantôt, nous allions discuter sur la rubrique leadership et éducation et nous aurons aujourd'hui comme thème la découverte de soi dans le processus du développement personnel. Nous aurons comme invité sur ce plateau à ce jour Mame Cheikh Gueye, qui est docteur en pharmacie, également détenteur d'un diplôme de gestion administrative et financière. Il est aussi assistant à la pharmacie Cheikh Ibrahima Niass de Taïba Ndiaye, enseignant-chercheur à Infosys dans le domaine médical, à l'Institut de Management et de Communication IMC, à Africa Institute of Technology AIT et à HEM, Haute École de Management. Bonjour, Mame Cheikh. Bonjour, madame. Et bienvenue à Télécole. Merci beaucoup, je vous remercie. Alors aujourd'hui, nous allons discuter de la découverte de soi dans le processus du développement personnel. Aujourd'hui, nous voyons que cette découverte est de plus en plus mise en avant par les jeunes et que beaucoup de personnes s'intéressent au développement personnel. Et nous aimerions savoir, avant de commencer à entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui vous a vraiment intéressé, vous a motivé à vous intéresser au développement personnel? Est-ce que c'est parce que vous êtes dans une filière scientifique ou est-ce que parce que vous êtes pharmacien, vous êtes tout le temps en contact avec des personnes différentes qui viennent vous voir? Qu'est-ce qui vous a réellement motivé à vous intéresser à ce concept? Merci beaucoup, Ben. Permettez-moi tout d'abord de pouvoir saluer les téléspectateurs de Télécole et de saluer aussi l'ensemble des auditeurs de Télécole. Donc, ce qui m'a permis de m'intéresser au développement personnel, c'est tout d'abord, je pense que l'homme doit essayer tout d'abord de se connaître. Parce que je pense que dans cette vie, si la découverte de soi n'est pas faite, en tout cas, on va rencontrer beaucoup d'obstacles. Et je vais commencer par d'abord donner une citation de Lavoisier que je vais translater dans la vie sociale, qui disait « Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme ». Et je pense que c'est cette transformation-là qui doit permettre à l'homme de pouvoir mettre en exergue ses désirs, de pouvoir en tout cas vivre convenablement dans cette vie et de pouvoir en tout cas atteindre ses objectifs. Donc je pense que ce qui m'a poussé à y réfléchir, c'est que j'ai eu à me découvrir en quelque sorte. Et je suis quelqu'un de très généreux d'une certaine manière, donc je veux partager les choses. Je veux partager ce que j'ai eu à découvrir dans ma vie et qui m'a permis d'évoluer. Je veux le partager avec l'ensemble des personnes que j'ai eu à rencontrer dans la vie de tous les jours. Donc c'est ce qui m'a permis de vouloir m'intéresser à cela et de vouloir partager mon expérience. Et cela va servir pour que cela puisse servir à d'autres et pour que voilà, cela leur permette de pouvoir trouver un essor dans leur vie de tous les jours. Merci beaucoup, Mame Cheikh. J'espère que nous apprendrons beaucoup de vous aujourd'hui. Mais avant de parler, comment est-ce que s'est passée cette découverte de soi? Comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous définiriez la découverte de soi? Oui, si j'allais définir ce terme-là, j'allais dire que ce sont ces pièces du puzzle, en quelque sorte, qui nous permettent, qui éclaircissent notre chemin ou bien qui éclaircissent notre vie. Donc, c'est des pièces du puzzle, donc c'est pas une seule pièce. Parce que la découverte de soi, c'est encore, je crois, c'est que l'homme, c'est des versions. Et j'ai l'habitude de le dire. Donc, l'homme que j'étais hier est différent de l'homme que je suis aujourd'hui. Et probablement, ce sera différent de l'homme que je serai demain. Ce qui veut dire que c'est un processus. Donc, ce qui veut dire que la découverte de soi, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et je vais utiliser le célèbre guide religieux, Cheikh Ibrahima Fall, qui disait, ak taalibe, lu ñuy ut la, heure boo yëgee ni am nga ko rek ñàkk nga ko. Le développement personnel aussi, c'est comme ça. Je pense que c'est une quête perpétuelle pour laquelle, dès qu'on sent qu'on l'a perdu. Pourquoi? Parce que c'est une quête qui ne s'achève jamais. Donc, à chaque fois, on va essayer de découvrir des choses sur soi.
on va découvrir des choses, en tout cas, qui nous permettent d'évoluer. On va découvrir ce soir des choses qu'on ignorait. Ce qui veut dire que durant toute notre vie, le développement personnel va nous accompagner. Donc, c'est une quête perpétuelle qui ne s'achèvera jamais. Une quête perpétuelle qui ne s'achèvera jamais, mais que l'important, c'est vraiment de se dire ou d'être conscient qu'on doit commencer cette quête. Et à peu près, bon, je ne sais pas pour vous, votre cas, mais pour les enfants, vous direz que c'est à peu près à quel âge on se demande qui est-ce que je suis, quelle mission est-ce que j'ai sur Terre, qu'est-ce que je dois accomplir, à peu près pour vous, ou selon des études peut-être, à quel âge est-ce que ce genre de questions commence à se faire interroger par les enfants? Je pense qu'il n'y a pas d'âge fixe. Parce que dès qu'il y a ce que j'appelle le plus souvent l'éveil du sens de la responsabilité, c'est l'individu. Ça peut être trop tôt pour certains et un peu tardif pour d'autres. Donc, dès que cet éveil du sens de la responsabilité est en vous, je pense que c'est là où vous commencez à vous poser des questions sur soi. Donc, et l'ensemble de ces questions-là vont vous permettre de pouvoir maintenant essayer de se chercher, essayer de se découvrir en quelque sorte. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'étape fixe où on va dire, si tu as 18 ans, tu commences le développement, tu commences à te chercher, à découvrir qui tu es vraiment, ou bien si tu as 20 ans. Parce que l'éveil du sens de la responsabilité, ça varie d'un individu à un autre. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. L'éducation, l'environnement et tout ça, ça intervient. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent et qui font que l'éveil du sens de la responsabilité, c'est l'individu. Voilà. Donc, soit tôt ou un peu tardif pour certains. Donc, dès qu'il y a cet éveil du sens de la responsabilité à l'individu, donc je pense que c'est le point de départ, c'est le déclic qui permet à l'individu maintenant de commencer de se poser des questions, à savoir qui suis-je vraiment. Donc, je pense que c'est cet aspect-là qui permet à l'individu de pouvoir se poser cette question et de pouvoir maintenant s'atteler à cette recherche perpétuelle de qui on est. D'accord. Et quand ce déclic arrive de cet éveil du sens de la responsabilité, quels est, on va dire, les premiers pas que l'on va entamer pour ce voyage? Déjà, le déclic peut venir selon les personnes, selon la situation, de manière très différente. Exactement. Mais dès que c'est pris en conscience, comment est-ce que la personne commence vraiment à s'aventurer dans cela? Je pense que la méthode la plus appropriée, je pense que c'est la méditation. Et vous allez me permettre d'entrer un peu dans le domaine médical. Donc, pourquoi je dis que c'est la méditation? Parce que la méditation vous permet de pouvoir être seul en quelque sorte avec vous-même. La méditation vous permet de pouvoir vous débarrasser de tous ces obstacles qui, en tout cas, entravent ou rendent floue votre vision interne. Donc, la méditation, avec ce que j'appelle souvent l'autodiagnostic. L'autodiagnostic, que j'ai souvent l'habitude de dire et que je définirais comme, en tout cas, cet aspect, ces ensembles de questions-là qui nous permettent de découvrir ce qu'on est vraiment. Quelles sont nos forces et quelles sont nos faiblesses. Donc, avec l'autodiagnostic, toujours dans la méditation. L'autodiagnostic, c'est comme si vous alliez à l'hôpital et qu'on fait le diagnostic pour savoir qu'est-ce qui vous arrive vraiment. Donc, aussi pour le développement personnel et plus précisément pour la découverte du soi, c'est pareil. Donc, il faut que la personne prenne le temps de se diagnostiquer, de savoir qui il est, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses marges de manœuvre, quelles sont ses limites aussi. Parce que je ne suis pas d'avis que l'homme ne doit pas avoir de limites. Certainement, il y aura des limites. Parce que, pour un peu citer cette célèbre citation de Marc Aurèle qui disait qu'il me soit donné la force d'accepter ce qui ne peut être changé, de changer ce qui veut l'être, et la sagesse de vouloir distinguer l'un de l'autre. Ce qui veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer dans cette vie. Des choses qui vont, en tout cas, au-delà de nos capacités. Donc, l'autodiagnostic te permet de savoir qui tu es vraiment, quelles sont tes limites, quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses. Donc, ça te permet en quelque sorte d'ouvrir la brèche vers, en tout cas, l'ensemble de ces branches-là qui font le soi. Et le tronc qui fait le soi. Donc, si vous avez fait le diagnostic, maintenant, il est important de faire l'autocritique. Parce que si je vous dis que, madame, vous avez le palu, en quelque sorte, ça c'est une chose. Ça c'est le diagnostic qu'il a dit. Maintenant, l'acceptation, c'est ce que j'allais appeler l'acceptation de votre maladie, c'est ce que j'allais appeler l'autocritique. Ça veut dire accepter que moi j'ai tel défaut, j'ai telle qualité,
voici mes limites, comment faire maintenant pour améliorer, pour les améliorer. Donc l'acceptation de l'ensemble de ses défauts et de l'ensemble de ses qualités, ça c'est ce que j'appelle le plus souvent l'autocritique. Donc pour la méditation, j'allais le scinder en deux. L'autodiagnostic qui permet de savoir, de se découvrir en quelque sorte, de savoir quelles sont nos forces, nos faiblesses. Maintenant, avoir une maladie, c'est une chose, mais l'accepter, c'est une autre. Parce que si vous ne l'acceptez pas, on ne pourra pas vous guérir. Je vous dis, vous avez le palu, madame, et vous me dites non. Je sais que les tests ont montré que vous avez le palu, et vous me dites non, niet, moi, j'ai pas le palu. Donc ça devient problématique. Raison pour laquelle l'autocritique est importante. Donc il faut que la personne accepte maintenant ses défauts, accepte ses qualités, accepte ses limites en quelque sorte, et essaie d'améliorer ses limites. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'autocritique. Et d'une certaine manière, mes confrères pharmaciens vont m'excuser le terme, et de faire l'automédication maintenant. L'automédication, c'est quoi? C'est maintenant d'accepter de se infliger, en tout cas, un traitement, en quelque sorte. Donc ce traitement, les gens ne vont pas y intervenir. C'est pas comme à la pharmacie où le pharmacien vous donne des comprimés, ou bien dans une structure sanitaire, ou bien quelque part où le praticien va vous prescrire des médicaments. Ici, le traitement repose sur vous-même. Parce que c'est un travail sur soi. Donc l'automédication, dans ce sens, dans ce contexte bien défini, serait une bonne chose. Donc il faut que la personne accepte maintenant de vouloir se donner, en tout cas, la force nécessaire pour pouvoir, en tout cas, améliorer ses forces et corriger ses erreurs et essayer d'élargir ses limites. Alors ce qui est intéressant dans la manière dont vous avez stipulé ce voyage, l'autodiagnostic, l'autocritique et l'automédication, la personne qui vraiment se dit que je dois aller vers ce voyage va accepter cet autodiagnostic. Exactement. D'accord? Mais quand il y a la phase de l'autocritique, là, il y a un très gros problème. Et là, je pense que la non-acceptation de ces défauts, de ce que l'on a, va constituer un obstacle, au fait, à la découverte de soi dans le processus de développement personnel. Exactement. À part ce genre d'obstacle, quel genre d'autres obstacles, s'il y en a, y a-t-il qui va freiner, on va dire, ce processus de découverte de soi? Vous avez parfaitement raison. Parce que, pourquoi je le dis? Parce que le plus souvent, ce qu'on voit dans la société, et il y a un grand médecin qui le disait, comprenez la société et vous allez comprendre la médecine, et comprenez la médecine et vous allez comprendre la société. Vous savez, la société, ce qu'on voit, c'est quoi? Le plus souvent, les gens sont très habiles à donner des conseils aux gens. Mais est-ce qu'ils se donnent des conseils à eux-mêmes? Ça, c'est important. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. L'acceptation de ses défauts ou bien l'acceptation de ses vices, le plus souvent, c'est un problème. C'est un problème. Maintenant, pour les obstacles qu'on va voir, le plus souvent, j'ai dit, et je le dis souvent dans mes vidéos, je dis que, en tout cas, les difficultés ou bien les obstacles, les entraves pour atteindre nos objectifs, le plus souvent, ils ne résident pas en l'objectif, mais ils résident en nous. Donc, le problème le plus souvent, c'est nous. L'objectif n'est pas difficile parce que des gens l'ont atteint. Comment ils ont fait? Donc, ça, c'est autre chose. Donc, le plus souvent, les difficultés et les entraves, le plus souvent, ils résident en nous. C'est nous qui sommes faibles, mais l'objectif n'est pas, comme disait le président Abdou Diouf, le chemin n'est pas difficile, c'est le difficile qui est un chemin. Donc, c'est important. Ce qui veut dire que l'ensemble de ces entraves, le plus souvent, ça réside en nous. Et le premier entrave que je vais citer, c'est l'orgueil. L'orgueil, le plus souvent, ça rend flou. Donc, ça vous fait un daltonien, pour utiliser un terme médical. Donc, c'est une maladie avec laquelle vous allez voir, voilà, des couleurs différentes, de manière différente. Donc, c'est pareil. Donc, l'orgueil, en quelque sorte, vous portez un costume démesuré. Donc, vous croyez être au high level alors que vous êtes en bas de l'échelle. Vous croyez être le meilleur alors que vous êtes peut-être le moyen, ou bien en tout cas au niveau du plus faible niveau. Donc ça vous empêche de découvrir qui vous êtes vraiment. Parce que vous croyez, d'abord vous êtes dans l'illusion. Parce que si je pense que je suis parfait, je ne vais pas faire de découverte. Pourquoi faire de découverte alors que je suis déjà parfait? Donc ça, c'est l'obstacle numéro 1, l'orgueil. L'orgueil vous empêche de voir qui vous êtes, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts, parce qu'à chaque fois, ce que vous voyez, c'est la facette positive de votre personnalité. Certes, c'est important, mais ça ne doit pas être en tout cas le seul levier sur lequel vous allez appuyer. Il y a d'autres leviers, parce que certainement, Dieu nous a créé sur ce qu'on appelle le sirul insaniya, ce qui veut dire que nous sommes imparfaits de nature. Étant donné qu'on est imparfait, forcément, il y a des leviers sur lesquels on doit appuyer pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir en tout cas s'évertuer. Donc, si la personne est orgueilleuse, il ne va pas voir
en tout cas, il ne va pas pouvoir faire ce autodiagnostic-là. Il ne va pas aussi faire cette autocritique-là qui lui permet de maintenant pouvoir aller de l'avant. L'autre chose, c'est le manque de patience. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, pour être en concorde avec ce que j'ai dit tout à l'heure que c'est une quête perpétuelle pour laquelle, dès qu'on sent qu'on l'a perdu. Vous avez vu? Ce qui veut dire que, aussi, si vous n'êtes pas patient, En fait, vous on n'allez doit toujours être insatisfait. C'est ça. Donc, ce qui veut dire que si vous n'êtes pas patient, à chaque fois, vous serez insatisfait. Donc, vous devez être quelqu'un de patient. Vous devez savoir que dans cette quête, c'est une quête jusqu'à la fin de vos jours parce que, comme je l'ai dit, l'homme, c'est des versions. Et l'importance, c'est d'être une meilleure version demain par rapport à hier et aujourd'hui. Étant donné que maintenant, c'est des versions, donc, à chaque fois, vous êtes quelqu'un aujourd'hui, demain, vous allez être quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que vous avez amélioré vos qualités et vous allez essayer de faire disparaître plus ou moins vos défauts. Donc, la patience est importante dans cette découverte. Il ne faut pas vouloir du jour au lendemain être quelqu'un qu'on n'est pas censé être. Donc, ça, c'est un obstacle. Donc, j'ai dit tout à l'heure l'orgueil et le manque de patience. Mais autre chose qui est fondamentale, et c'est par là que je devais même commencer, c'est le manque de confiance en soi. Parce que ce en quoi je crois, c'est que la confiance en soi précède même la recherche de qui on est, la découverte de soi. Pourquoi la confiance en soi précède la découverte de soi? Je ne vais pas chercher quelque chose dont je ne suis pas sûr qu'il existe. Si je cherche quelque chose, c'est parce que j'ai l'intime conviction que cette chose existe. C'est dans tous les domaines. Quand on recherche un traitement pour le sida, c'est parce qu'on sait on pense que ce traitement peut exister. Si on fait des fouilles archéologiques, c'est parce qu'on pense qu'il y a des trucs à découvrir dans un gisement. Donc, pour soi aussi, c'est pareil. Quand on essaie de rechercher qui on est, c'est parce qu'on croit en son existence, en l'existence d'un potentiel en nous. Raison pour laquelle on fait des recherches. Donc, la confiance en soi est importante. Et c'est le pilier fondamental, c'est le soubassement pour moi dans cette recherche de la découverte de soi. Donc, il faut avoir confiance en soi. Car la confiance en soi précède la connaissance de soi. Car on ne rechercherait jamais quelque chose dont on n'est pas sûr de son existence. Tout à fait. Mais il faudrait dire aussi que la confiance en soi n'est pas innée chez tout le monde et que quelquefois ça s'acquiert. Exactement. Selon l'environnement, l'entourage et tout. Mais depuis tout à l'heure, en fait, bon, ce que j'ai remarqué avec les différents obstacles, ce sont des obstacles, on va dire, internes. Mais il y a aussi des obstacles externes. Si vous en aviez à citer avant que je contribue. Exactement. J'allais y venir. Donc, donc ça, c'était les obstacles internes, les obstacles vis-à-vis de votre propre personne. Maintenant, il y a les obstacles externes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et les obstacles externes, donc, c'est plus ou moins interno-externe, j'allais dire même. Vouloir plaire à tout le monde, vouloir satisfaire à tout le monde, c'est un obstacle dans la recherche de qui on est. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on va essayer d'être quelqu'un pour quelqu'un. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parfois, ça débute comme ça. Exactement. Donc, je vais essayer d'être un mamcheikh alpha pour Sokhna Mbayang. Ou bien je vais essayer d'être un mamcheikh bêta pour monsieur Diop, je ne sais pas. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque fois, on va laisser de côté qui on est vraiment pour être quelqu'un d'autre pour quelqu'un. Et ça. Et parfois, les gens disent qu'en fait, on est là pour être à l'image de la société. C'est ça. Et c'est un frein. C'est un frein. Donc, la société, c'est un frein dans cette recherche de qui on est vraiment. Donc, si vous voulez à chaque fois, en tout cas, prêter oreille attentive à ce que dit la société, c'est sûr et certain que peut-être vous n'allez pas vous découvrir au fil du temps. Donc, il faut certes accepter il faut être un réceptacle pour le jugement des gens, mais il ne faut pas toujours les approuver. Il y a une différence. Être un réceptacle, ça veut dire que j'ai reçu ce que vous avez dit. Je vous ai entendu. Je l'accepte ou pas, ça c'est ma décision. Je peux l'accepter comme je peux ne pas l'accepter. Maintenant, si ça m'arrange et que ça m'aide dans le développement, dans mon développement personnel, dans la découverte de qui je suis vraiment, je vais l'appliquer, je vais l'utiliser comme un levier. Maintenant, si par contre je vois que c'est juste un aspect négatif ou bien c'est en tout cas un jugement négatif qui sera enfin dans la recette de qui je suis vraiment, donc pour être plus précis, dans la découverte de soi, je vais le mettre de côté. Donc, être un réceptacle ne veut pas dire accepter ce que l'autre dit ou bien approuver ce que l'autre dit. Donc, vous pouvez être un réceptacle pour le jugement des gens, forcément les gens vont vous juger. Ça, c'est certain. Parce que Dieu même n'est pas épargné par ces jugements-là. Voilà. Donc, ce qui veut dire que vous ne serez pas épargné par le jugement des gens. Maintenant, soyez un réceptacle
Mais ne soyez pas quelqu'un qui approuve toujours le jugement des gens. Parce que si vous les approuvez, ça vous retarde en quelque sorte dans votre recherche de qui vous êtes vraiment. Et là, en fait, je veux dire que c'est une erreur monumentale que beaucoup commettent quand ils entrent dans ce chemin. Et beaucoup, en fait, pensent que c'est comme ça que le monde doit fonctionner. Que oui, la société veut qu'il y ait ce genre d'image que je représente, donc je vais représenter. Et la personne, en fait, elle oublie vraiment que quand aujourd'hui, tu vas aller, par exemple, parce qu'aujourd'hui, quand nous naissons seuls, quand nous mourrons aussi, nous mourrons seuls. C'est certain. Et que, avec tous ces préjugés, même les personnes qui étaient là, en train de te dire que oui, tu te comportes bien et tout, lors du jugement dernier, voilà, tu seras tout seul. Exactement, c'est certain, c'est certain. Et vous allez me permettre parce que c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Le plus souvent, la quasi-totalité des gens, ils vivent par rapport à l'affect et non par rapport au rationnel. Donc, il faut éviter, si on veut avoir une vie aisée, si on veut avoir en tout cas une vie posée, il faut essayer de vivre au rationnel. Certainement, on peut vivre à l'affect dans certaines conditions, mais vouloir vivre toujours à l'affect et mettre de côté le rationnel, parfois ça vous met dans une bulle de, je ne sais pas, voilà, en tout cas, ça vous freine dans votre développement personnel et ça freine aussi votre essor personnel. Donc, c'est de cela à éviter. Et même pas ça, dans les différents processus que vous avez nommés, vous risquez de ne pas atteindre l'automédication. L'automédication, c'est ça, exactement. D'accord. Alors, merci beaucoup, Mme Chir. En tout cas, on est vraiment en train d'en apprendre de vous. Merci. Mais tout de suite, nous allons aller à la pause petit déjeuner et nous vous invitons tout de même, en espérant que vous aussi, vous preniez le vôtre. Alors, à tout de suite, restez sur la télé-école et pour comprendre la fin du processus de la découverte de soi dans le développement personnel, ne nous quittez pas. À tout de suite. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, C'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, Nous accompagnons la première matinale éducative, le 10h midi, une initiative de télé-école. 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, Gabirex soutient l'éducation. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, Gabirex soutient l'éducation. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, Nous accompagnons la première matinale éducative, le 10h midi, une initiative de télé-école. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, Gabirex soutient l'éducation. C'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, Gabirex soutient l'éducation. C'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, Nous accompagnons la première matinale C'est votre éducative, matinale le 10h éducative. midi, une initiative de télé-école. 10h midi, 10h midi, 10h midi. Gabirex soutient 10h l'éducation. midi, 10h midi, Avec Gabirex sur Télé-École, la première télévision éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, Nous accompagnons la première matinale éducative, le 10h midi, une initiative de télé-école. 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, Gabirex soutient l'éducation. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, Gabirex soutient l'éducation. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, Nous accompagnons la première matinale éducative, le 10h midi, une initiative de télé-école. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, Gabirex soutient l'éducation. C'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, Gabirex soutient l'éducation. C'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, Nous accompagnons la première matinale C'est votre éducative, matinale le 10h éducative. midi, une initiative de télé-école. 10h midi, 10h midi, 10h midi. Gabirex soutient 10h l'éducation. midi, 10h midi,
avec Kabirex sur Télé École, la première télévision éducative de l'Afrique. Seen télévision bi jiitu ci Afrique ci wàllu jàng jàngale ak yar ñu naan ko Télé École moo leen indil programme bu mag ñu tuddee ko waa daara ji fas yéene ànd ak yéen fépp fu daara am ci Sénégal ngir yaatal xam-xam ak won leen li daara defar ci mim réew émission bi nag di waa daara ji dañ koy bàyyeeg ñooñ daara ñu di ko taxawu ànd ak comité scientifique bu Télé École ak Télé École ngir xam ne daara ji kenn jiituwu ko ci éducation. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. Nous voilà de retour sur le plateau de la matinale éducative. Nous espérons que notre petit déjeuner a plu à notre invité du jour. Je rappelle que nous sommes avec Mame Cheikh Gueye qui est docteur en pharmacie et nous sommes toujours sur la rubrique leadership et éducation sur le thème la découverte de soi dans le processus du développement personnel. Alors, au fur et à mesure que notre invité a pu prendre la parole, vous avez eu à voir pourquoi il était si important de vivre ce processus de la découverte de soi dans le domaine du développement personnel dans sa vie. Il a eu à parler de l'éveil du sens de la responsabilité, autrement dit, quand ce déclic vient, que nous devrions nous améliorer. Et il a eu à, on va dire, catégoriser ces différents aspects avec son langage médical et de parler de quand on commence ce voyage vers ce processus de la découverte de soi, nous allions, ce qui est conseillé, en tout cas, c'est d'entrer dans la méditation. Et que lui, pour parler de ces 3 phases, il a parlé de l'autodiagnostic. Autrement dit, quand une personne est malade, elle doit accepter d'aller se faire soigner. Et c'est ce qui se passe aussi dans ce processus de découverte de soi. Vous êtes conscient que vous aviez des lacunes, des faiblesses et des forces. Mais pour pouvoir combler ces lacunes, de pouvoir corriger ces faiblesses, il faut bien sûr commencer par cette méditation qu'il a appelée l'autodiagnostic. Et ensuite, il nous a parlé de l'autocritique. L'autocritique, c'est quoi? L'acceptation de soi. Mais il arrive qu'il y a des personnes qui n'acceptent pas leurs limites et qui veulent directement les controverser. Et qu'après cette autocritique, il y a ce qu'on appelle l'automédication. Là où vous alliez carrément, dès le moment où vous alliez bien sûr accepter de vous soigner, il faudra bien sûr entamer un autre chemin qui devra être perpétuel, qu'il faudra tout de même être patient pour voir les résultats. Nous avions aussi parlé des obstacles internes et externes qui pourraient nuire bien sûr à ce processus de découverte de soi dans le domaine du développement personnel, à savoir les obstacles internes, l'orgueil, la non-acceptation tout d'abord de ces lacunes, le manque de patience surtout et le manque de confiance en soi, tout en sachant que la confiance en soi est le soubassement de toute chose, comme il l'a dit. Et comme obstacle externe, il a dit le fait de vouloir plaire à la société. D'habitude, quand on entre dans la deuxième phase, dans l'autocritique, les gens pensent que nous devrions plaire à la société au lieu de se plaire soi-même. Et vous avez dit aussi quelque chose de très important. Il est bien que les gens vont toujours juger. Il y aura toujours des préjugés. Maintenant, vous pouviez être un réceptacle de ces préjugés, mais ne pas forcément les accepter. Et de voir en tout cas comment vivre avec ça. Et ça a été très intéressant. Et à présent, nous allions continuer. Alors aujourd'hui, Mame Cheikh Gueye, comment est-ce que nous pourrions intégrer les enseignements de la découverte de soi dans la vie quotidienne quand nous entrons bien sûr dans la deuxième phase et que nous allions aller dans la phase de l'automédication où nous devrions commencer à appliquer les différents gestes pour pouvoir s'améliorer. Voilà. Merci beaucoup, Sohambaye. Donc, pour cette importante question, je pense d'abord que pour pouvoir intégrer l'ensemble de ces enseignements, ou bien en tout cas de ces paramètres-là sur le développement personnel, sur la découverte de soi, donc il faut d'abord être exigeant avec soi. Et cela me permet de citer aussi le célèbre Marc Aurèle qui disait « L'homme ordinaire est exigeant avec les autres, l'homme exceptionnel est exigeant avec soi-même. » Donc il faut être exigeant avec soi. Le plus souvent, ils sont exigeants avec les autres. À chaque fois, ils essaient de voir les défauts des autres, leurs faiblesses, leurs lacunes, leurs vices.
Donc, ça, c'est pas important parce que ça va me permettre même de citer Serigne Abdoulaye Mbacké qui disait, xool ci samay défaut ak jim leen corriger doy na ma sëkk maanaam liggéey su ma demee ba mu leer ma ne amatuma ko fexe ba beneen défaut du dugaat doy na ma sëkk liggéey. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'il se suffit de ses défauts à lui. Donc, il se suffit de repérer ses propres défauts. Maintenant, il dit, quand je découvre que je n'ai plus de défauts, ce qui est peut-être parfois une utopie pour les personnes ordinaires comme nous. Donc, il dit, le fait de vouloir préserver cet état-là me suffit comme travail. Donc, j'ai pas le temps de répertorier les défauts des autres. Donc, vous voyez, donc, il faut toujours être exigeant avec soi. Donc, je pense que c'est ce qui va vous permettre de pouvoir vous découvrir. Donc, vous avez su vos défauts, vous savez vos qualités, vous savez où est-ce que se trouvent les freins, où est-ce qu'il y a les limites. Donc maintenant, il faut travailler ardemment sur soi pour pouvoir maintenant entamer ce voyage-là. Parce que c'est un voyage qui n'est pas facile, parce que ça nécessite des changements. La version obsolète doit être changée. Vous étiez une version plus ou moins obsolète qui était commode avec les temps d'hier et peut-être les temps d'aujourd'hui. Mais demain, vous êtes appelé à en changer. Vous êtes appelé à, en tout cas, à aller de l'avant. Ce qui veut dire que, et tout changement est souvent difficile. Ce qui veut dire que il faut être exigeant, il faut essayer de s'accepter comme on est et essayer de poser le pas qui nous permet en tout cas de pouvoir avancer. Et maintenant, pour ce faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la méditation. Comme je l'ai dit, il faut l'appliquer dans votre vie. Prendre chaque jour quelques minutes pour pouvoir être seul. Voilà, et pour être dénudé de tout bruit, ainsi de suite, de tout ce folklore-là, de ce monde d'ici-bas. Essayer d'être avec soi, essayer d'être seul avec soi donc pour pouvoir répertorier ses défauts, répertorier ses qualités et essayer de voir ses limites. Et maintenant, faire ce travail-là qu'on avait dit, autodiagnostic, autocritique et autotraitement, pour ne pas dire automédication. Donc ça, c'est des paramètres, c'est des actes qui vous permettent de découvrir qui vous êtes. Maintenant, autre chose, j'ai dit tout à l'heure que la société vous jugera toujours. Ça, c'est certain. Et quel que soit votre niveau, quelle que soit votre hiérarchie, forcément, il y aura des jugements. Vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Ça, c'est certain. Donc, les gens vont faire des jugements. Maintenant, il ne faut pas être aussi quelqu'un qui est orgueilleux et qui ne soit pas un réceptacle. Pourquoi il est important d'être un réceptacle? Pour tout jugement. Parce que si c'est un bon jugement, ça vous aidera dans votre vie. Vous allez l'appliquer dans votre vie. On vous dit que vous êtes orgueilleux, ou bien on vous dit que vous êtes avare. Vous avez constaté en vous que c'est certain. Moi, je suis avare, en vérité. Donc, comment faire pour corriger cela? Donc, ça, c'est important. Donc, si c'est en tout cas un jugement qui est vrai, avéré, ça va vous permettre de pouvoir le changer. Maintenant, si c'est un jugement faux, ça va vous permettre aussi de peut-être ne pas être dans ce lot-là. Comme on dit en Wolof, donc c'est important. Dès que les gens vous jugent, soyez un réceptacle. Si vous êtes un réceptacle, ça vous permet d'éviter ce à quoi on vous juge, par rapport à quoi on vous juge. Si c'est avéré que vous êtes dans ce lot-là, vous allez essayer d'en sortir. Donc c'est toujours bénéfique, c'est toujours profitable d'être un réceptacle pour le jugement des gens. Les gens pensent que les jugements, en tout cas, ça perturbe, ainsi de suite. Mais pour quelqu'un qui est très posé, quelqu'un qui sait qui il est, le plus souvent, ces jugements-là lui permettent de frayer un chemin et de pouvoir s'évertuer. Parce que si c'est des jugements avérés, il va essayer de les corriger. Si c'est des jugements faux, il va éviter de se trouver dans ce lot-là auquel on le catégorise. Donc, j'ai parlé de la méditation tout à l'heure. Donc, il faut aussi être un réceptacle. Le fait d'être un réceptacle pour les jugements, d'avoir une oreille parfois attentive aux gens, d'écouter ce qu'ils disent. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, je corrige. Si c'est pas vrai, j'évite. Donc, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Si c'est faux, c'est parce qu'on vous a averti. Prenez-le comme ça et ne le prenez pas pour dire que voilà, telle ou telle personne me dénigre ou bien en tout cas, il me veut du mal. Prenez justement le côté positif de ces jugements. C'est un jugement négatif, mais il faut le positiviser. Donner ce jugement-là, il faut lui infliger une énergie positive. Et l'énergie positive, ce n'est rien d'autre que de le voir sous un angle positif. De dire qu'il m'a jugé. Certes, c'est des paroles déplacées ou bien c'est des paroles peut-être qui ne sont pas vraies. Mais qu'est-ce que je dois y entendre? Et dans ce cas-là, ce qui était négatif devient positif. Et vous en apprenez. Il m'a catégorisé parmi ces gens-là. Je n'y suis pas. Donc, je vais essayer de ne pas y être.
Donc ça, c'est la transformation positive de ces jugements-là. Et pour les jugements, en tout cas, si c'est des jugements avérés, dans ce cas aussi, ça sera du positif pour vous parce que ça vous permet de pouvoir vous corriger. Donc, je pense que ce sont les deux leviers sur lesquels il faut appuyer. La méditation, donc c'est un travail sur soi, ça, et prêter oreille attentive parfois à la société pour pouvoir être un réceptacle de leur jugement et de pouvoir l'utiliser comme je l'ai dit tout à l'heure. Si c'est avéré, vous changez. Si c'est pas avéré, vous le transformez en une énergie positive. Donc ça vous permet de vous frayer un chemin et de ne pas être parmi le lot où l'on vous a en tout cas mis. D'accord. Donc être un réceptacle, ne pas forcément digérer tout ce qu'on dit et d'être optimiste face à cela, exactement. surtout pour sa santé mentale. C'est ça, c'est important. Et en parlant de santé mentale, vous êtes dans le domaine médical, certainement, vous êtes aussi professeur, donc vous interagissez avec des personnes tout le temps. Comment est-ce que ça se passe avec les patients ou avec les élèves, les étudiants, par rapport à votre découverte de soi? Comment est-ce que vous le viviez là-bas ou est-ce que vous le pratiquez pour respecter ce chemin? Le plus souvent avec mes cours, et malheureusement, je n'ai pas amené d'exemple, bon, peut-être dans le téléphone, le plus souvent, à la fin de mes cours, je mets une citation que j'essaie de reformuler moi-même. Par exemple, il y a une de ces citations que je dis, réveillez le potentiel qui est en vous et vous serez un génie. Parce que ce en quoi je crois, c'est qu'il y a un potentiel qui dort en chaque personne. Maintenant, il suffit que cette personne découvre ce potentiel-là et il sera un génie dans ce domaine-là. Ce en quoi je crois, c'est que la nature n'est pas marginale. Ça veut dire qu'il ne peut pas m'octroyer à Sokhna Mbaye des potentialités octroyées à Madiodio, des potentialités octroyées à M. Demba, des potentialités et ne pas m'en donner. Ça, c'est pas la manière de faire de la nature, pour ne pas dire Dieu. Donc, étant donné qu'il y a un potentiel en vous, donc il suffit de juste fouiller, il suffit juste de prêter attention à soi et ce potentiel-là va jaillir et vous serez un génie dans ce que vous faites. Donc, dans la vie de tous les jours, toutes les personnes que j'ai eu à rencontrer, à chaque fois, avec une courte discussion de moins de 2 minutes, de 100 minutes, j'essaie toujours d'éveiller, d'appuyer en tout cas sur un bouton qui va permettre à la personne de pouvoir remuer ses manaises et de pouvoir en tout cas s'évertuer tant soit peu. Donc, à chaque fois, j'essaie d'aider parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que le développement des autres ou l'essor des autres n'entrave en rien mon développement. Donc, à quoi servira, en tout cas, mon développement personnel, si ce n'est que, en tout cas, ça me permet de m'évertuer et me permettre de pouvoir partager mon expérience avec les autres pour qu'ils puissent s'évertuer. La méchanceté humaine, peut-être parfois, nous pousse à vouloir seul réussir et voir les autres dans la misère. Mais je pense que, en tout cas, comme je l'ai dit tout le temps, un humain, pas un homme, un humain ne devrait pas, en tout cas, avoir cette attitude-là. Parce que je le dis souvent, on est tous hommes, parce que le caractère homme est inné, mais le caractère humain est acquis. Ça veut dire le fait d'être un homme doté de ces sens-là, ça s'acquiert au fil du temps, de par vos expériences, de par, en tout cas, les relations que vous avez eu à faire, de par votre éducation de base, de par votre religion. Maintenant, on est tous hommes à la naissance. Ça, c'est inné. Nous sommes hommes. Maintenant, au fil du temps, c'est au fil du temps que nous deviendrons humains ou pas. Donc, raison pour laquelle je dis que le caractère homme est inné, mais le caractère humain est acquis. Donc, ça, c'est ce qui me pousse souvent à vouloir partager avec les gens mon expérience. Donc, à chaque fois, à l'école, et les étudiants, certainement, ils vont suivre cette émission-là, ils savent qu'à la fin de chaque cours, je donne une citation qui va leur permettre, et même pour les évaluations que je programme, à chaque fois que je programme une évaluation, à la fin, je mets une citation qui permet à l'étudiant de se sentir plus ou moins roi chez lui. Parce que c'est ça, c'est de quoi il s'agit. Il faut que la personne se sente roi chez lui. Parce que notre organisme, c'est comme un royaume. C'est comme un royaume. Donc, étant donné qu'il y a quelque chose qui dirige, qui détient la locomotive, il ne faut pas que ce soit la société, il ne faut pas que ce soit un facteur interne, mais il faut que ce soit vous. Il faut que vous soyez roi chez vous. Donc, à chaque fois, j'essaie de permettre à l'étudiant, j'essaie de permettre au patient, en tout cas qui est devant moi, ou bien à l'individu, à mon interlocuteur de façon générale, de se sentir roi chez lui, de savoir qu'il a les capacités. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut permettre à l'homme de pouvoir découvrir ce qui est en lui et de pouvoir maintenant, tant soit peu, s'évertuer et,
en tout cas avoir un essor sur le plan du développement personnel. Et ces étapes-là, comme je l'ai dit, étant donné que c'est une quête perpétuelle, cela va lui permettre au fil du temps d'être de meilleures versions, d'être une meilleure version. En tout cas, belle contribution de votre part, hein, de donner à la société, on va dire, de petites doses de motivation dans la journée ou même dans les moments difficiles lors des examens. C'est vraiment à saluer. Alors, depuis que vous êtes dans ce parcours du développement personnel, de la découverte de soi, est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont marqué et qui ont fait que ça vous a motivé, ou est-ce que vous avez eu un mentor à côté qui a été là? Oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont marqué dans mon cursus. Et je vais commencer d'abord par mon prof d'SVT, donc un certain M. Bassène, donc que je salue au passage, il est à Ziguinchor maintenant. Donc c'est quelqu'un qui a cru en moi très tôt. Moi, j'ai fait ma première présentation en public lorsque je faisais la 4e. Je sais pas, je pense que c'est en 2013, 2014, quelque chose comme ça. Ah, voilà, non, 2013, 2012 même, 2012-2013, en tout cas. La première présentation en public, j'étais tout petit, donc parce que j'ai toujours été de taille svelte, tout petit comme toujours. Donc, ma première présentation, je l'ai fait sur la mise en évidence de l'amidon dans le pain. Et c'est lui qui a cru en moi, qui m'a dit, j'ai vu qu'en classe, vous participez, vous êtes quelqu'un de très, en tout cas, de très motivé, quelqu'un de, je pense que vous avez le bagage nécessaire pour le faire. Donc, vous voyez, avec les Fosco, le plus souvent, les gens tremblaient devant, mais moi, je n'ai jamais tremblé devant le public. Donc, il a cru en moi et il m'a donné cette expérience-là et j'ai fait l'exposé devant les autorités, devant l'administration de l'école, devant les étudiants. Et voilà, juste après, tout le monde a applaudi. Donc, celui-là, il m'a forgé en quelque sorte. Donc, c'est la première personne qui m'a permis de pouvoir prendre la parole en public. Maintenant, au fil du temps, avec les expériences, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que moi, je crois qu'on peut apprendre de tout et de chacun, quel que soit le type d'individu en face de nous, le caractère homme, ou bien, en tout cas, si c'est pas un homme, en tout cas, son caractère d'existant pour nous permettre d'y apprendre. Donc, moi, je suis quelqu'un qui apprend de tout le plus souvent. Quand nous avons une relation, ou bien quand je suis en face de quelqu'un, ou parfois même quand je suis quelque part et que, en tout cas, des phénomènes se passent, à chaque fois, j'essaie de voir qu'est-ce que je peux tirer là-dessus. Et le plus souvent, c'est ce qui fait que quand je lis, le plus souvent, je suis au niveau de la forêt. Parce que ça me permet non seulement d'être à l'aise, donc à l'abri de ce encombrement du monde, en tout cas de ce monde, mais aussi ça me permet de pouvoir apprendre des animaux, de pouvoir apprendre des végétaux et de pouvoir apprendre de la nature tout court. Donc, au fil de mon cursus, donc il y a beaucoup de gens qui ont en tout cas eu un impact positif dans cela. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai toujours été quelqu'un qui cherchait à se connaître. Ça aussi c'est important. Donc en quelque sorte, l'éveil du sens de la responsabilité que je vous disais tout à l'heure, je peux dire que, en tout cas, je ne sais pas l'âge exactement, mais c'est arrivé très tôt en moi. Parce que très tôt, j'ai cru en mes capacités et très tôt, j'ai essayé de découvrir qui je suis vraiment. Maintenant, il y a des gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, au fil de votre cursus qui vont de part et d'autre vous, en tout cas, permettre d'apprendre et d'évoluer en quelque sorte. En tout cas, nous sommes en train aussi de voir qu'il faut en tout cas apprendre de son entourage, quelle que soit la nature de ce que l'on veut apprendre. Alors, Mame Chère, est-ce que vous conseillez des livres, des ressources auxquelles les personnes aujourd'hui qui veulent entamer ce voyage vers la découverte de soi peuvent s'atteler à cela? Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je ne suis pas quelqu'un, je lis certainement, mais je ne suis pas très livre, pour dire vrai. Le plus souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'apprends parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, ne pensez pas que j'ai mis les choses sur terre pour que vous entrepassez et que vous faufilez entre ces choses-là ou bien ces phénomènes-là de façon tout à fait, en tout cas, sans pour autant y apprendre en quelque sorte. De rester indifférent. Voilà, le mot m'est revenu. De rester indifférent face à par rapport à ces phénomènes-là. Donc, certes, il y a des livres que j'ai eu à lire dans mon parcours, mais le plus souvent, j'apprends des gens. Et aussi, j'ai ce que j'appelle mon cercle de sages, en quelque sorte. Moi, je suis très fan de ces grands hommes-là du Sénégal.
les gens que j'écoute le plus souvent, il s'agit de Serigne Sambay. C'est quelqu'un, en tout cas, que j'écoute beaucoup. J'écoute aussi Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy, c'est quelqu'un que je suis fan de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy et El Hadji Ibou Sakho. Donc ce sont des gens qui, comme on dit en Wolof, vous inculquent, ce sont des gens qui vous inculquent des choses. Donc en les écoutant, vous devenez une meilleure version de vous. Parce qu'ils ont allié en tout cas les récits de la religion avec leur connaissance de la société. Ce qui veut dire que c'est un parfait mélange qui permet à l'individu de pouvoir avoir un essor. Donc, moi, je ne suis pas trop libre, pour dire vrai. Parce que je n'aime pas dire des choses en tout cas, qui ne sont pas vraies. Mais à chaque fois, j'essaie d'apprendre des gens. J'essaie aussi d'écouter ces sages-là de notre pays qui sont des érudits dans leur domaine et qui ont eu à produire, en tout cas, des ouvrages, soit oraux, soit ils ont eu à faire des conférences qui nous permettent d'apprendre beaucoup de choses d'eux. D'accord. Alors, il est bien de consulter les livres, de regarder des vidéos de motivation. Exactement. Pour construire cette, on va dire, votre personne. Exactement. Mais il est encore mieux de pouvoir puiser des leçons de son ouvrage. Et ça, vous nous le dites depuis le début. Par contre, allez-y. Ah oui, d'accord. Pourquoi j'ai dit que c'est important? Parce que vous avez vu, dans notre société, chaque société a ses réalités. Et comme disait Léopold Sédar Senghor, qui disait enracinement avant ouverture. Je pense que si, en tout cas, on y va trop vite, on risque d'épouser la culture ou bien en tout cas les méthodes de faire des autres et d'oublier qui on est vraiment. Serigne Sambay disait, au Sénégal, dañu xamtu ñoruñu. Ça veut dire, on est allé trop vite. Et c'est ce qui est avec toutes ces choses-là, hein, avec les réseaux sociaux et tout ça. Ça veut dire que, donc, il faut d'abord s'enraciner avant de s'ouvrir. Et l'enracinement passe par l'apprentissage des écrits de ces grands tomes-là, qui sont dans notre pays, à savoir Serigne Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Touba Khadimul Moustapha, à savoir Sidi El Hadji Malick Sy, à savoir Mame Limamou Laye, à savoir Boukounta Ndiassane, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si vous apprenez ces personnes-là, qui sont de grands érudits et qui sont du terroir, ça vous permet de pouvoir vous enraciner non seulement dans votre culture, mais aussi dans votre religion. Parce que la religion, parfois, il épouse la culture des gens. Ça, c'est ce que les gens oublient parfois. La religion, et ce qui fait la particularité de l'islam, c'est ça. Il épouse parfaitement chaque type de culture. Donc ça, c'est important. Donc il va falloir que cette jeunesse essaye de découvrir en quelque sorte ces grands tomes-là avant de s'ouvrir en tout cas à ces grands écrivains-là du monde entier. Ça va leur permettre de ne pas se dénaturer en quelque sorte. Et quand on voit l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba qui a eu à vivre son périple au Gabon, on voit vraiment qu'en fait, il a été un très grand réceptacle. Exactement. La façon dont vous aviez bien sûr défini le réceptacle, voilà, cette personne qui est là, va bien sûr emmagasiner tout ce que les personnes lui disent. Donc, quand là, je vais parler par exemple des colons qui étaient là, que avec tout cela, il n'a pas digéré ses préjugés, mais il a continué comme son chemin en étant tout le temps optimiste. Donc, on peut vraiment y apprendre énormément de choses. Voilà. Alors, la dernière question que je voudrais vous poser, c'est qu'au Sénégal, comme vous l'avez dit tout à l'heure avec les réseaux sociaux, bon, tout le monde se pense expert. Il y a des personnes qui disent que le développement personnel ne peut pas être allié à la religion. Oui, il y a des personnes qui sont en train de dire que tout ce qui est processus de découverte de soi et de développement personnel peut être un frein à la bonne pratique de sa religion. Donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous dites à ces personnes qui pensent comme ça? En fait, ce que je pense, c'est que parfois, peut-être, c'est une malcompréhension de la religion. Parce que, pour moi, on ne peut pas détacher le développement personnel à la pratique correcte de la religion. Pourquoi? Parce que dans le Coran, on constate, et je le dis souvent, on constate qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au début, il dit muslim, nas au début, et après il dit muslim, après il dit mu'min, après il dit ya ulul albab. Donc c'est un processus. Au début, il parle avec les hommes, tout court, sans préciser. Après, il parle des gens qui croient. Après, il parle des gens qui croient et qui appliquent les directives de la religion. Après, il précise en disant les gens qui croient
qui appliquent les directives de la religion et qui utilisent leur matière grise. Donc je pense qu'on ne peut pas dissocier le développement personnel à la religion. Pourquoi? Parce que la religion, nous sommes des êtres imparfaits, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous sommes des êtres imparfaits. Et nous tendons à avoir le salut de l'être parfait. Ça veut dire que nous allons prendre une tangente. Et si on prend la tangente de quelqu'un qui est parfait, au fil du temps, et ça épuise même la définition que j'avais donnée pour le développement personnel. J'avais dit que c'est une quête perpétuelle où l'on s'évertue au fil du temps. Cet aspect-là permet on peut le mettre en concorde avec le fait de prendre la tangente vers l'être parfait. Parce que c'est tout ce qu'il veut. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, c'est que nous soyons pas peut-être des hommes parfaits, mais des hommes qui ont conscience de leur être et qui acceptent en tout cas la divinité. Ce qui veut dire que je pense qu'on ne peut pas dissocier les deux. Le fait de se connaître, et il nous dit dans le Coran, Ta'rifuni qabla an ta'buduni. Connaissez-moi avant de m'adorer. Cette connaissance, est-ce que Allah est immense en quelque sorte, omniscient, omnipotent, omniprésent. Comment, avec notre caractère imparfait, on saurait connaître quelque chose qui est parfait? C'est impossible. Donc, il y a certains de ces sachants qui disent qu'il ne faut pas dire, c'est un parabole en quelque sorte, il ne faut pas dire connaissez-moi avant de m'adorer. Il veut dire connaissez-vous vous-même avant de m'adorer. La connaissance de soi rentre parfaitement dans cette logique-là. Si tu te connais-toi toi-même avant de pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez les concordances. Ce qui veut dire que le développement personnel est indissociablement, j'allais dire même, à la religion. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous faire comprendre, c'est qu'on doit essayer de se connaître avant d'aller vers lui. Et dans cette connaissance, c'est que juste les gens parfois, ils donnent la définition plus ou moins temporelle et oublient la définition spirituelle. Ça veut dire le développement personnel aussi, il ne faut pas l'encadrer strictement sur le développement, sur l'aspect temporel. Il y a un aspect spirituel. Maintenant, peut-être ceux qui disent que c'est contradictoire avec la religion, ils se suffisent directement ou bien uniquement de cette définition temporelle-là. Mais il y a une définition spirituelle. Donc c'est les deux. Il faut allier les deux pour pouvoir pour être conscient que le développement personnel est indissociable avec la religion, parce que ça nous permet de nous évertuer, et quand on s'évertue, c'est ce qu'Allah cherche en nous. D'accord. Merci beaucoup, Mme Cher. Je rappelle que nous étions dans la rubrique Leadership et Éducation avec le thème La découverte de soi dans le processus du développement personnel. Nous avions eu aujourd'hui un invité de taille, dont j'ai rappelé le nom, Mme Cher Gueye. Il est docteur en pharmacie, détenteur aussi d'un diplôme de gestion administrative et financière. Il est assistant actuellement à la pharmacie Cheikh Ibrahim Niass de Taïba Ndiaye, enseignant-chercheur dans le domaine médical à Infosys, à l'Institut de Management et de Communication IMC, à l'Africa Institute of Technology IT et à HEM Haute École de Management. Nous avions été très ravis aujourd'hui de pouvoir discuter avec vous sur ce thème. Et voilà, quel est votre mot de la fin ou peut-être des conseils que vous donnez par rapport à ce thème, à ces personnes qui n'ont pas encore entamé le voyage? Exactement. Donc, si vous me permettez juste, je vais donner quelques exemples de personnes qui ont eu à découvrir qui ils étaient. Je vais donner d'abord le cas de Cheikh Ahmadou Bamba qui dit « Ana Abdullahi wa Khadim Rasoul ». Je suis l'esclave de Dieu et le serviteur du prophète. Donc, il dit « je ». Donc, il sait qui il est ou bien qui il veut être. Et cela lui a permis, en tout cas, d'emmagasiner toutes ces bienfaisances de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui l'a permis, en tout cas, de monter la hiérarchie, d'être, en tout cas, en quelque sorte, à ce niveau où il est aujourd'hui. Donc, de devenir quelqu'un, en tout cas, qui est connu partout, de par sa dévotion à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'était un exemple dans le domaine religieux. Maintenant, voyons dans le domaine, par exemple, du boxe. Tout le monde connaît le célèbre Mohamed Ali. Donc, il y a ce qu'on appelle la communication verbale, la communication paraverbale et la communication non verbale. La personne, parfois, au lieu de dire des choses, il va faire des manières qui vous permettent de comprendre qu'il veut dire ceci. Mohamed Ali, à chaque fois, on voyait qu'il dansait dans le ring. Il dansait dans le ring pendant même les combats de boxe. Durant les combats de boxe, il dansait dans le ring. Ça, c'est une manière de dire, c'est moi le roi ici.
Donc, cette arrogance-là, en quelque sorte, de Mohamed Ali, le permettait, en tout cas, aux téléspectateurs, ou bien, en tout cas, aux auditeurs, de pouvoir savoir que celui-là, il est à l'aise dans ce qu'il fait. Donc, en quelque sorte, il voulait dire que c'est moi le roi du boxe de tous les temps. Donc, ce qui veut dire que les personnes, parfois, ils ne le disent pas. Je suis, mais en tout cas, ils agissent de manière de sorte que les gens comprennent ce qu'ils veulent dire. Donc, et pour terminer, Nicolas Sarkozy, qui est de loin, qui n'est pas, en tout cas, une icône pour moi, mais en tout cas, il a dit quelque chose de très important. Il dit à Bagatelle 95, juste après, j'ai serré les poings et j'ai dit un jour, je vous dirigerai. Ce qui veut dire qu'il dit, en quelque sorte, je suis votre président différé dans le temps. Vous avez vu? Donc, parfois, les gens, ils disent que je suis, en assumant, ça c'est ce qu'on appelle la communication verbale. La communication paraverbale, parfois, ils font des manières comme Mohamed Ali qui dansait dans la ring, qui montrait qu'il est le roi, et tout le monde l'accepte. Tout le monde, il est indiscutable que Mohamed Ali est le roi du boxe de tous les temps. Et on peut prendre aussi le cas de Nicolas Sarkozy qui disait, après j'ai serré le poing et j'ai dit un jour, je vous disais aussi, dans ce cas de figure, c'était une communication paraverbale. Maintenant, pour le mot de la fin, je vais juste citer, en tout cas, une célèbre parole mandingue qui dit, ça andi, ça anda, ça andata. Ça andi, ça andata, ça anda. Si tu te dis que tu sais, tu ne sauras jamais. Si tu te dis que tu ne sais pas, tu sauras. C'est important. Il faut que les gens acceptent, en tout cas, comme le célèbre, en tout cas, citation Frédéric de dit, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Il faut que les gens acceptent que parfois, ils ne savent pas pour pouvoir aller à la conquête du savoir. Et ça, c'est valable aussi dans le développement personnel. Il faut que la personne, en tout cas, met en exergue le fait qu'il ne se connaît pas totalement. Et peut-être il ne se connaîtra pas jamais totalement. Mais le fait, c'est passionnant de découvrir chaque jour des choses sur soi. Donc, il faut que les gens s'acceptent comme ils sont, mais aussi acceptent de rechercher d'autres versions de leur propre personne. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, je ne vais pas réfuter la personne que je suis aujourd'hui. C'est certain. Je l'accepte parce que je suis comme ça aujourd'hui. Maintenant, je fais des recherches pour améliorer ma version. Comme ça, demain, peut-être, ce Mamchar là sera obsolète et on va mettre une nouvelle version de Mamchar. Alors, je vais vous laisser avec cette fameuse phrase que vous laissez à vos étudiants. Réveillez le potentiel qui est en vous. Acceptez votre ignorance et dites-vous qu'on ne peut pas tout connaître. Exactement. Hein? Apprenez de votre entourage comme vous le pouvez. Et en tout cas, dans la citation tout à l'heure, vous avez dit que l'homme d'exception est celui qui est exigeant entre lui-même et que du moment où on est satisfait de son voyage, c'est qu'on n'en est pas encore arrivé. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, j'ai beaucoup appris. Merci beaucoup. Ça a été un réel plaisir de vous recevoir encore sur notre plateau. Nous espérons vous revoir dans nos prochaines émissions. Merci encore de votre passage ici à Télé-École. Alors, très chers téléspectateurs, auditeurs de Télé-École, j'espère que vous aviez été servis et que vous aviez aussi aimé son intervention. C'était la découverte de soi dans le processus du développement personnel. Alors, comme il l'a dit, réveillez le potentiel qui est en vous et acceptez votre ignorance pour pouvoir apprendre de plus en plus dans vos facettes, dans différentes facettes de personnalité, mais aussi d'apprendre de la vie et des autres. Disons-nous à bientôt pour de nouvelles émissions, pour la découverte de nouveaux invités et aussi une nouvelle manière de vous montrer chaque jour comment est-ce que vous pouviez avoir de plus en plus une culture générale. À bientôt et merci encore de votre fidélité. 10h midi. 10h midi. 10h midi. 10h midi. 10h midi. 10h midi. C'est votre matinale éducative.